Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Sixième édition des journées de consultation gratuite à Kolda. Près de 1000 personnes ont été consultées et ont reçu gratuitement des médicaments. Initiative qui vise à renforcer les soins de santé au niveau de la région. La SAED, Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, compte lutter contre l'ensablement du Djulol, un des défluents du fleuve Sénégal situé dans le département de Kanel. Et puis, orientation scolaire et professionnelle. Qu'est-ce que l'orientation scolaire? Quels sont ses enjeux? C'est tout de suite avec notre invitée du jour, Madame Aminata Zahra Sambou. 5 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable à Karabane dans la région de Ziguinchor. L'eau coule désormais à flot dans cette localité grâce au projet de l'État du Sénégal. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la 6e édition des journées de consultation gratuite a été organisée à Kolda. Objectif, renforcer les soins de santé au niveau de la région. Près de 1000 personnes ont été consultées et ont reçu gratuitement des médicaments. L'initiative est du directeur général de poste de Kolda Assistance Médicale. Reportage Abdelaziz Ban. Objectif de permettre aux populations de Kolda et environ d'avoir des soins et médicaments sans bourse. Délié. Une activité sociale, purement sociale, pour venir en aide les populations. Si on ne peut pas faire déplacer les patients vers un hôpital de très haut niveau, mais quand même on peut déplacer l'hôpital vers les patients. Nous, notre philosophie, c'est de déplacer l'hôpital vers les patients et apporter des soins de qualité à la population. Et c'est la raison pour laquelle nous avons noué une collaboration avec la Kolda Assistance Médicale et le directeur de la Poste. Il a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Pour cette campagne médicale, plutôt caravane médicale, c'est la 6e édition pour la commune de Kolda. Mais pour sortir aller faire les autres communes, je pense que c'est la première fois. Les populations du Fouladou venaient en masse se faire consulter. On salué cette initiative du directeur général de la Poste et de Kolda Assistance Médicale. Je n'étais pas au courant, je ne me sentais pas bien aujourd'hui matin parce que j'avais le rhume. Je me suis dit qu'attends, je vais aller au district. C'est à mon arrivée là qu'on m'a dit qu'il y a une consultation gratuite. Et vraiment, je félicite et je remercie les gens. Parce que vraiment, c'est une bonne chose. J'ai même appelé un de mes parents qui est venu pour lui-même le faire. Consultation gratuite. Je suis venue avec mon fils pour la consultation. Il a mal à l'oreille et moi je me sens pas très bien. On a vu les médecins et tout s'est très bien passé. C'est bien ce qu'ils font. À travers ces journées de consultation et de dons de médicaments, il s'agit de renforcer les soins de santé au niveau de la région de Kolda. Pendant 2 jours, plus de 1000 personnes ont été consultées. La santé, c'est un capital extrêmement important. C'est pour cela que c'est un déterminant dans le capital humain. La santé, tout comme l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons de santé et nous le faisons. Nous sortons aussi, aujourd'hui, c'est la 2e journée des consultations gratuites que nous organisons depuis hier. Tout cela, c'est pour renforcer les soins de santé au niveau de la région. Que tu aies les moyens ou non, il y a une consultation qui se fait, tu peux venir, tu te consultes sans débourser. En 2 jours, nous avons pu mobiliser et faire consulter plus de 1000 patients, environ 1000 patients dans des spécialités différentes. Ce partenariat entre la Poste et Kolda Assistance Médicale a permis de faire un travail remarquable en termes de soins de santé pendant ces 48 heures à Kolda. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 7e édition de ces journées de consultation gratuite et de dons de médicaments. Merci Abdelaziz Ban pour ce reportage. Lutte contre l'ensablement du Djulol, un des défluents du fleuve Sénégal situé dans le département de Kanel. La SAED compte régler le problème à la source. Des digues sont en train d'être érigées et des reboisements organisés au niveau des endroits qui favorisent le ruissellement des eaux. Ibrahima Papidi du reportage.
Le Djoulol, un des défluents du fleuve Sénégal. Sur le plan agricole, son rôle n'est plus à démontrer. À lui seul, ce défluent participe à améliorer les rendements agricoles des populations riveraines. C'est un affluent-défluent donc du fleuve Sénégal qui permet d'irriguer plus de 1000 hectares dans le département de Kanel, précisément dans les communes de Waoundé, de Orkadiéré, de Hamadi Onaré et de Sinti Bamambé. Donc ici, comme je le disais, le Djoulol permet aussi donc de prendre les deux casiers. Ici dans le Djoulol, il y a deux casiers donc qui prennent leur source d'eau à partir de ce Djoulol. C'est le casier de Orkadiéré qui fait une superficie de 238,5 hectares et le casier de Hamadi Onaré qui fait pratiquement 400 hectares. Mais à ce jour, cette source d'eau est menacée par l'ensablement causé par le ruissellement des eaux de pluie. Et pour mieux le préserver, des digues de protection ainsi que des reboisements sont en cours de réalisation dans les différentes localités environnantes, comme ici dans la commune de Hamadi Onaré. Aujourd'hui, le Djoulol connaît un phénomène d'ensablement qui est plutôt sévère. Maintenant, vers le mois de mars-avril, si vous venez à ce niveau, pratiquement, il y a un tarissement complet donc, dans ce côté. C'est pour lutter contre cet ensablement que les activités de DRS, défense et restauration du sol, sont en train d'être faites dans les sites de Walel 1, Walel 2, Walel 3 et Walel 4, mais aussi dans les sites de Polel 1, Polel 2, Polel 3 et Polel 4. Ça, c'est un projet aussi de la SAET, qui est donc un projet PGIR, Programme de gestion intégrée des ressources en eau, qui s'occupe donc de ces activités. À terme, ces actions devraient aider à mieux protéger ce défluent, dont l'importance est appréciée par l'ensemble des acteurs du secteur agricole. À présent, parlons de l'orientation scolaire et professionnelle. Qu'est-ce que l'orientation scolaire? Quels sont ses enjeux? Suivons cette vidéo. L'orientation scolaire et professionnelle est une étape très importante pour tout homme. Parce que forcément, à un moment donné de sa vie, l'on sera amené à faire un choix sur son futur métier. Et ce choix-là mérite une réflexion plus ou moins profonde en fonction des sujets concernés. On pourra se rendre compte que il y a des personnes qui savent très vite ce qu'elles veulent faire et il y en a d'autres pour qui ce n'est pas du tout une évidence. Alors, la première raison, c'est que commencer le plus tôt possible te donnera beaucoup plus de temps de savoir ce que tu veux, ce que tu recherches à travers le travail, ce qui fait sens pour toi. Cela te permettra de trouver réellement tes aspirations, ta volonté, de savoir ce qui te motive. Donc, si tu commences plus tôt, tu pourras avoir une meilleure vision sur ces différents points que je viens de citer. La deuxième des choses est que si tu commences plus tôt, lorsque tu auras en tête des pistes métiers, tu auras le temps de faire des investigations pour savoir réellement de quoi il s'agit. Tu pourras savoir si ta perception, la perception que tu avais de ces métiers est la même une fois que tu as fini de faire tes recherches. Donc, à l'issue de tes recherches, il y aura deux solutions. Soit tu seras conforté dans ton choix, dans ta décision, ou soit tu te rendras compte que tu es sur la mauvaise route. Et cela nous conduit à la troisième raison. Si tu es sur la mauvaise route, tu pourras faire marche arrière et choisir un autre métier pour lequel tu mèneras les mêmes investigations afin de te rassurer. Donc, tu vois bien évidemment avec moi que lorsque tu anticipes, tu as le temps de découvrir plusieurs métiers et de savoir au final ce qui te correspond. Et pour parler de l'orientation scolaire et professionnelle, nous recevons sur ce plateau Madame Aminata Zahraï Sambou. Bonjour Madame Aminata Zahraï Sambou. Bonjour Madame, merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue. Alors, nous venons de voir cette vidéo qui parle de l'orientation scolaire et professionnelle. En quoi consiste cette orientation scolaire et professionnelle?
Alors, l'orientation scolaire, c'est celle qui mène à l'orientation professionnelle, le choix de carrière qu'on veut faire en grandissant. Et la scolarité est une partie très importante de l'éducation d'une personne et ça lui permet d'avoir des ambitions, de développer des ambitions et des compétences pour pouvoir exercer un métier plus tard. Donc, le passage vers le choix de l'orientation, sur quelle carrière se lancer, est un passage très important quand on fait sa transition de la jeunesse à l'âge adulte pour entrer dans le monde professionnel. Et justement, en parlant d'ambition, quelle est la problématique de l'orientation scolaire en général? Alors, actuellement, nous faisons face à un dilemme générationnel parce qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, il se trouve que les formations de base ne sont pas forcément adaptées à la réalité de l'employabilité professionnelle. Et ça fait qu'il y a des télescopages, beaucoup se sont mis à l'écart par rapport à leur formation. Et le fait qu'il n'y ait pas un alignement entre la formation de base et le choix de la profession plus tard. Parce que c'est à la fin de la formation que les gens commencent à penser à leur carrière professionnelle, alors qu'on devrait y penser pendant qu'on est en train de suivre une formation. Mais je pense que la tendance est en train d'être renversée avec l'université virtuelle et d'autres formations au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Effectivement, beaucoup de formations sont en train d'émerger actuellement parce que oui, on arrive à se réadapter, mais ce n'est pas forcément le résultat. Les résultats ne disent pas les mêmes choses parce qu'on peut retrouver beaucoup de gens de formations différentes au chômage parce qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qui correspondait à leurs compétences. Maintenant, quels sont les enjeux de cette orientation professionnelle et scolaire? Les gens ont surtout besoin de développer ce qu'ils savent faire et ce qui les passionne. Comme le disait la vidéo tout à l'heure, il est important de trouver sa passion et de pouvoir développer ses compétences par rapport à cette passion-là. Parce que le travail, il est beaucoup plus intéressant quand on arrive à le faire parce qu'on l'aime et non pour juste un accomplissement par rapport aux revenus, par rapport à la rétribution du travail, mais surtout par ambition, par ce qu'on veut réaliser. On voit de plus en plus des étudiants qui embrassent des filières. Après, au cours de certaines années, ils abandonnent pour aller voir d'autres, c'est-à-dire se formaliser et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela au préalable? Je ne pense pas que ce soit quelque chose à éviter, mais à encourager d'ailleurs, parce que se réinventer à chaque fois est l'essence même du développement personnel. C'est savoir s'adapter à la réalité du monde de l'emploi. Et il n'y a pas de, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas d'impossibilité de retour. Il y a toujours possibilité de se réinventer, de se réadapter et d'apprendre de nouvelles choses. Donc. Ok. Au lieu de se lancer sur une chose et d'abandonner, est-ce qu'on ne devrait pas au préalable définir nos objectifs, savoir ce qu'on fait et essayer au cours de cette année d'embrasser directement cette filière? Justement, pour pouvoir le faire, il faut déjà apprendre à se découvrir, à connaître ses compétences et à se réévaluer surtout. Pour une meilleure connaissance de soi permet d'avoir tout de suite une orientation vers ce qu'on aimerait faire. Et s'y prendre très tôt, oui, aide beaucoup de gens. Et ça peut se faire à travers le bénévolat, le volontariat dans beaucoup de projets. Ça nous permet de découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on sait faire et pourquoi on est prêt à se battre pour réussir. Et quels sont les principes de la connaissance de soi? La connaissance de soi, bon, c'est un travail assez fastidieux parce qu'il faudrait surtout apprendre à se mettre en situation pour pouvoir se découvrir, se redécouvrir. Et c'est surtout une des grandes étapes du développement personnel. Quand on apprend à se connaître et à s'évaluer pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour nous, nos points forts et nos points faibles, on peut facilement continuer à se développer et à travailler les points qui nous intéressent le plus. En général, si vous devez donner des conseils aux étudiants, quels seraient les conseils qui seraient adaptés par rapport aux filières qu'ils devraient embrasser? C'est surtout le choix des filières, ça devrait être une passion, pas seulement basée sur les success stories. Parce qu'en général, on voit des gens qui ont envie de suivre une formation parce que les métiers débouchant à cette formation offrent un bon salaire, un bon mode de vie, etc. Et à la base, ce n'est pas forcément quelque chose qui les passionne. On peut voir
dans ce cadre-là, beaucoup de gens qui se retrouvent dans des entreprises à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et ça peut être un frein au développement de Quelles seront soi. les conséquences? Bon, quand on n'est pas épanoui dans son travail, on ne le fait pas forcément de la meilleure des manières et on n'est pas effectif. Donc, il est beaucoup plus intéressant de faire quelque chose qu'on aime surtout. Et c'est le maître mot quand on choisit une carrière. Définir son choix de carrière très tôt et s'aligner par rapport à ces formations-là qui te mènera vers cet objectif. En général, les jeunes ont tendance à suivre les nouveaux métiers. Par exemple, actuellement, on parle du pétrole et du gaz. Il y a de nouvelles filières dans ce domaine. Est-ce que tout le monde devrait aller vers ces filières ou bien est-ce qu'on devrait suivre notre passion? Tout le monde, non, mais ce sont des opportunités qui s'offrent à nous. On est à une nouvelle ère où il y a des nouveaux métiers émergents. Pourquoi pas nous? C'est le moment pour beaucoup de gens de se réinventer à travers ces métiers-là, de se découvrir, puisque ce sont des potentialités à exploiter. Il n'y a pas de limite, il suffit juste de le vouloir, de s'y intéresser et de mettre l'énergie nécessaire pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Alors, quelle est la place de l'entrepreneuriat dans cette professionnalisation? Oui, elle occupe une place très importante dans la mesure où on est dans un pays où tout est à faire. Il y a beaucoup de métiers émergents, beaucoup de réalisations à faire, beaucoup de choses à valoriser aussi dans ce pays. Donc, ça fait que l'intérêt de tout un chacun dans tous les domaines et que l'entrepreneuriat prenne cette envergure-là aujourd'hui est une chose positive. Et ça fait partie aussi des orientations professionnelles. L'auto-emploi et l'entrepreneuriat font bon ménage avec la gestion de carrière. Aminata Zahraï, comment entreprendre? Entreprendre, il faut beaucoup de courage déjà. Il faut beaucoup de courage pour entreprendre, il faut une vision. Et c'est très important de mettre en avant les valeurs avec lesquelles on a grandi. Et dans un monde où on est à l'ère du donner et du recevoir, ce serait bien aussi d'avoir quelque chose de nouveau à offrir à cette nouvelle génération. Donc, entreprendre, comment entreprendre? Il faut juste se lever et entrer et prendre. Ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes. Ça n'est jamais facile, mais ça passe par plusieurs étapes. Se rapprocher de beaucoup d'entrepreneurs comme Adia Seben de Contana ou bien d'autres comme Guissali Vegebrut ou bien tous ces jeunes qui sont en train d'entreprendre dans le milieu de la cosmétique. Je fais un petit coucou à mes camarades de promo. Et pour la mode aussi, tout est à faire. Tout est à faire. Alors, entreprendre, c'est bien, il faut juste beaucoup de courage et de la détermination. Et juste par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle, quels sont les principes qu'on devrait définir? Principes à définir, il n'y a rien de figé dans ça. Les mesures à prendre, c'est surtout s'intéresser beaucoup plus, mettre un focus sur les projets qui nous intéressent, les domaines à développer. Et il n'y a pas de limite à ça. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on pourrait étudier et découvrir de nouvelles choses. Donc, cette orientation, on essaie de l'élargir au plus grand nombre et au plus grand nombre de domaines pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce melting pot. Alors, Madame Aminata Zahraï Sambou, merci d'être venue. Votre mot de la fin? J'encourage tout le monde à trouver sa voie surtout, parce que c'est très important dans le choix de carrière. Commencez à y penser très tôt, quel que soit ce que c'est. Le domaine qui vous intéresse, il n'y a pas de limite. Ne vous posez pas de limite et donnez le maximum de vous-même pour pouvoir arriver aux objectifs que vous vous fixez. Bon courage à tout le monde. Merci à vous. Alors, nous étions en entretien avec Madame Aminata Zahraï Sambou et les coachs en développement personnel et nous parlions de l'orientation scolaire et professionnelle. Autre aspect de l'actualité, accès à l'eau potable à Carabane dans la région de Ziguinchor. Depuis la création de l'île, c'est la première fois que l'eau du robinet coule dans cette localité. Et ceci grâce au projet de l'État du Sénégal estimé à 5 milliards de francs CFA. Les populations de cette localité se réjouissent de cette initiative qui entre dans le développement d'un pays. Reportage. De ce château d'eau et de ces deux forages situés à Djemberin que les îles de la Basse-Casamance en ce qui concerne le département d'Oussouye sont alimentées en eau potable. Ici, d'importants travaux sont réalisés par l'État pour permettre à ces îles d'avoir de l'eau.
L'île de Carabane en est un parfait exemple. Le premier défi a été donc de lancer l'étude hydrogéologique qui a pu, comme je vous l'ai dit tout de suite, détecter des nappes suffisantes ici, à partir desquelles on a pu donc initier le projet, n'est-ce pas? À partir de là, il fallait quand même une technologie adaptée pour pouvoir transporter l'eau jusqu'à l'autre côté, avec du matériel bien adapté, mais surtout résilient et rustique. Aujourd'hui, à la traversée des Bolons, par exemple, nous avons des tuyaux PVC tout à fait dédiés, qu'on a immergés donc, au travers les chaînons des Bolons, pour que les questions de mobilité également ne puissent pas être perturbées par les tuyaux qu'on a un peu fait descendre au fond donc, des fleuves. Donc ça aussi, c'est un autre coin de la vision de l'État. Cap ensuite sur l'île de Carabane à bord de pirogue sur le fleuve Casamance. Depuis sa création, c'est la première fois que l'eau coule des robinets ici à Carabane. C'est une très vieille doléance des populations qui vient d'être satisfaite. Nous sommes très fiers d'avoir de l'eau qui coule des robinets. On avait beaucoup de difficultés à nous procurer de l'eau. Nous étions même obligés de recueillir l'eau de pluie pour notre consommation. Mais aujourd'hui, avec ces robinets, c'est une grosse fierté qui nous anime. On est très content d'avoir de l'eau potable à Carabane. Vous ne pouvez même pas imaginer notre fierté. Depuis que Carabane existe, c'est la première fois que l'on voit un robinet ici. Nous avons trop souffert, mais nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ces moments. Avoir de l'eau, c'est tout ce qu'on souhaitait, c'est maintenant une réalité. Nous sommes très contents. Enfin, un ouf de soulagement poussé par les populations insulaires, parce qu'après donc la zone de production que nous avons visitée tout de suite, ici nous sommes un peu dans les lieux de distribution. Donc vous avez bien vu avec cette borne fontaine-là qu'effectivement il y a de l'eau aujourd'hui. Avec ce programme de l'État, ce projet aussi structurant, ambitieux à tout point de vue, désormais la question de l'eau, la problématique lancinante de l'approvisionnement en eau des populations des îles se trouve derrière nous. L'occasion est saisie pour remercier le chef de l'État pour cet acte important qui vient d'être posé. Nous remercions vivement le président de la République. Ce qu'il vient de faire nous honore et honore la femme sénégalaise. Nous lui sommes redevables. Nous remercions le chef de l'État. Ce qu'il vient de faire montre qu'il ne nous a pas oubliés. Nous prions pour lui et son gouvernement. Nous ne pouvons que remercier le président de la République et son gouvernement. Ce qu'ils viennent de faire ici est très grand. C'est un très grand jour et le chef de l'État nous a vraiment honorés. Après ce premier acte qui consiste à alimenter Carabane en eau potable, il s'agit maintenant d'effectuer les branchements sociaux. Les populations sont appelées à faire les demandes pour que ces branchements soient le plus rapidement possible réalisés. L'arrivée de l'eau potable à Carabane a été fêtée de la plus belle des manières par les populations. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir.